Grande et ma joie de vous savoir très nombreux pour suivre cette session d'information de ce mardi 12 novembre 2024 sous les antennes de Karakin Télévision. Bonsoir et bienvenue. Débutons cette session d'information par cette nouvelle revenant d'une mission au Venezuela. Le premier vice-président du Sénat a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. José Kalala a remis au chef de l'État une correspondance venant de son homologue vénézuélien. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Et à l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Vital Kamerhe, a donné des directives à la délégation parlementaire congolaise qui va se rendre en mission officielle à Kampala, en Ouganda. Reportage de Chute Poulembi. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, capitale de l'Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Njoli Sengekeli, a donné ses orientations et fixé le terme des références de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec le député national membre de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation de 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala pour une mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sous le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux nations. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents du Parlement africain. Les deux présidents des assemblées nationales se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de leurs pays respectifs en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre les gouvernements congolais et ougandais. Sachez également que le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a échangé avec les jeunes ambassadeurs sur la question liée à la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Jules Poulembi dans ses reportages. Cette rencontre avec le professeur Jacques Njoli Sengekeli constitue pour ces jeunes pacificateurs la première étape de leur démarche pour prendre contact avec les animateurs des institutions nouvellement établies après leur départ pour l'étranger. Ils ont jugé utile de commencer par l'Assemblée nationale via son rapporteur afin que ce dernier leur facilite la tâche de rencontrer le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Ces jeunes étaient porteurs d'un message auprès du speaker de l'Assemblée nationale
En rapport avec la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la RDC. En clair, ils sont venus solliciter du professeur Vital Kamerhe via le professeur Jacques Njoli l'organisation imminente d'une conférence à l'échelle régionale axée sur la paix et la stabilité en RDC. À les en croire, c'est dans l'optique de préparer une grande conférence internationale qui aura lieu en Corée du Sud dans le cadre de l'inauguration du musée universel. Dans l'actif de leurs activités déjà organisées, s'inscrit une pétition qu'ils ont lancée depuis le 22 septembre 2024 lors de la Journée internationale de la paix dans l'objectif de récolter au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale 1 million de signatures pour la paix en vue de solliciter la fin des hostilités dans la partie est de la RDC et surtout de demander aux chefs d'État de la sous-région de se concerter pour encourager la diplomatie citoyenne comme approche innovante de la Fédération pour la paix universelle au-delà des efforts de la diplomatie parlementaire ainsi que ceux de mécanismes internationaux de suivi des accords déjà mis à la disposition de toutes les nations sous-régionales. Pour ces hôtes du professeur Jacques Njoli Esengekeli, la résolution de la question de la paix ne devrait pas être l'apanage du seul Parlement, mais plutôt de tout citoyen qui doit se sentir impliqué et proposer des solutions. Un bon parlementaire, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, a encouragé l'initiative de ses hôtes, non sans leur prodiguer quelques conseils. Il a par ailleurs brossé en quelques lignes la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie orientale de la RDC et ses conséquences néfastes sur la population congolaise. Jean-Pierre Kadima Mundadi avait pour l'accompagner sur le plan du leadership Mike Samuel Makenda, directeur de la sous-région Afrique centrale de l'Institut d'histoire Sunak. Venu représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 20e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Bakou le lundi 11 novembre 2024. Commentaire de Cheikh William Sibé. Elle est arrivée ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les échanges climatiques. Elle, c'est Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre de la République démocratique du Congo et chef du gouvernement mandaté par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le représenter à ses assises. La chef du gouvernement devra échanger avec de nombreux dignitaires mondiaux, notamment le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Objectif, défendre les intérêts de la République démocratique du Congo en matière de transition énergétique et de préservation des ressources naturelles. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mwadiavita, accompagné du vice-ministre Sami Adoubango, a procédé plutôt le lundi 11 novembre au rond-point force publique dans la commune de Kassavubu, au dépôt de gerbes de fleurs à la stèle dédiée aux anciens combattants en marche de la 106e anniversaire de l'Armatis. Reportage de Mario Ambongo. Commémorant pour la première fois cette journée en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiavita a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées congolaises dans sa vision de la refondation de l'armée. Il a par ailleurs retracé l'histoire de ces anciens combattants en ces mots. En 1918, les soldats congolais ayant pris part à cette guerre ont fait preuve de combativité et de discipline. Ils ont tenté de bâtir la paix, imaginer les premières coopérations militaires internationales, demander les empires, reconnu nombre de nations et redessiner les frontières. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons une fois de plus ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons les prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences.
Le numéro 1 de la Défense nationale a réaffirmé la volonté du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration des conditions sociales, non seulement des militaires actifs, mais aussi des anciens combattants et leurs dépendants. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a promis d'honorer également les 2 vétérans anciens combattants, les caporaux Eyale et Moukoko, derniers survivants de la guerre de 1940-45. La dite cérémonie s'est clôturée par le défilé des anciens combattants, sous la fanfare de l'école de musique des FARDC en présence de plusieurs autres autorités de l'armée, de la police et civile. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a ouvert le lundi 11 novembre 2024 la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Jonas Mutombo dans ses reportages. En présence de son homologue du Congo-Brazza et 3 gouverneurs de province de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani a ouvert le lundi 11 novembre la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Pendant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, des experts de ces 2 pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé du 28 mai au 1er juin 2023, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. Ce cadre qui s'inscrit dans la vision des présidents de ces pays, attendez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, va permettre et faciliter le maintien du dialogue très permanent de manière à éviter les malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces 2 États. Nos 2 pays sont frères au-delà des frontières qui les séparent. Et d'ailleurs, Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus proches du monde. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent en ce moment. Elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement d'excellentes relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours caractérisé d'une part nos 2 chefs d'État et d'autre part nos populations respectives qui par ailleurs partagent une même culture, une histoire commune et des liens séculaires solides. À l'issue de ces travaux, les experts du Congo-Brazza et de la République démocratique du Congo vont également procéder à la préparation d'une feuille de route reprenant des résolutions prises par les patrons de sécurité et des territoriales de ces 2 États avant l'adoption des résolutions et la signature des recommandations de cette 10e session de Kinshasa. Et puis au cours de son intervention aux États généraux de la justice le lundi 10 novembre 2024, le VPM de l'Intérieur Sécurité, Jacques Chabani, a préconisé l'intégration de la police judiciaire de parquet dans la police nationale congolaise. Commentaire de Jonas Mutombo. Il n'y a pas de bicéphalisme, mais plutôt le dualisme juridictionnel, a dit le patron de l'Intérieur à qui avait confié l'intervention sur le bicéphalisme de la police judiciaire. Pour le vice-premier ministre Jacques Chabani Loko, la thérapie qui convient pour sortir la justice congolaise de sa grippe, c'est l'application du principe d'intégration de la police judiciaire de parquet dans la police nationale congolaise, plaçant des 3 les officiers du ministère public sous la hiérarchie de la police nationale congolaise, tel qu'adopté à la table ronde des niveaux international organisée à Kinshasa. Dans son intervention au premier panel au cours de ces assises, le patron de la sécurité a identifié les vrais problèmes qui freinent l'unicité de la police nationale congolaise avec d'autres services de police, particulièrement la police judiciaire du parquet et le BCN Interpol. C'est notamment l'ambiguïté qui existe entre la loi organique du 11 août 2011 promulguée par le chef de l'État dans le cadre de la réforme des polices nationales congolaises dans ses articles 86 et 87
qui ont regroupé l'ancienne police judiciaire du parquet et du BCN Interpol au sein de la police nationale congolaise à celle du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction des agents de la police judiciaire du parquet faisant partie du personnel judiciaire. Cependant, la loi organique du 11 avril 2013 n'a jamais abrogé les articles 86 et 87 de la loi organique du 11 août 2011. Restons toujours aux états généraux de la justice, réforme de la justice et droit à l'information. Voilà l'essentiel de l'exposé du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, aux états généraux de la justice. On le suit dans ses propos. À travers les consultations populaires organisées en prélude des travaux proprement dits et de la méthodologie appliquée, je pense qu'il ne serait pas osé de prétendre que ces travaux démocratisent la justice. Il est une certitude qu'il cristallise davantage l'intérêt populaire de plus en plus exprimé pour une justice plus juste et qui plante les graines d'une légitimité plus large des résolutions qui en découleront. Mesdames et messieurs, pour venir à ce qui m'a été demandé d'aborder, réforme de la justice et droit constitutionnel à l'information, pour quelle réforme ? Je me fais le devoir de vous rappeler les dispositions de l'article 24 de notre Constitution, qui dispose, je cite, « Toute personne a droit à l'information, la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'État est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité, le pluralisme d'opinion dans les traitements et la diffusion de l'information. Aux états généraux de la justice, Monseigneur Donatien Cholet a d'une diplomatie donné la position de l'évêque de la Cinco, une position plutôt responsable et sage que les présidents de la République doivent prendre en compte, a insisté le secrétaire général de la Cinco dans ses propos recueillis par Laetitia Louvaison. Dans la Constitution, la position des évêques catholiques est celle-ci. Les évêques reconnaissent la pertinence de certaines questions qui méritent d'être réfléchies et qui éventuellement méritent d'être révisées. Mais ces questions d'opportunité, vous avez souligné le problème de moyens. Quand les évêques ont vu le chef de l'État pour échanger là-dessus, le chef de l'État, vraiment, il était lui-même alors. Et il a bien réagi. Il dit oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de ne pas donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects... Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques de l'Université. Merci.
Sachez également sur décision du ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé, les gels de compte de la société Kamoto Copper Company a été levé. Reportage Jules Boulembi et Mikonjel Sivé. Cette décision est le principal renseignement qui ressort de la séance de travail dirigée ce mardi 12 novembre 2024 par le ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé Libotaï et qui a connu la participation de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et des représentants des KCC. La gouverneure du Lualaba a visiblement été enchantée par cette décision de l'Argentine nationale qui est de nature à protéger le social de la population du Lualaba étant donné que KCC emploie des milliers de Congolais en direct et en indirect. C'est une question sociale. Il a fallu que je puisse en tout cas venir à la source pour savoir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, nous échangeons avec Madame la DCA à chaque instant et à chaque étape de ces discussions. La bonne nouvelle est que nous pouvons souffler aujourd'hui. Et je l'ai dit à la population de Lualaba qui garde enquête et beaucoup plus particulièrement aux travailleurs du groupe KCC qu'une solution en tout cas est en train de se trouver. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci au ministre des Finances qui a pu écouter la voix de la province, la voix de la société. Ils vont rester dans les discussions qui vont continuer, mais ce qui est bon, c'est que, en tout cas, à ce qui nous a confirmé, nous pouvons rentrer en juin au niveau de la province de Lualaba et que la population de la province puisse se sentir, en tout cas, sécurisée et touchée parce que le ministre des Finances a été d'une oreille attentive. Les discussions vont par ailleurs se poursuivre entre l'État congolais et la société KCC pour s'assurer que les deux parties ont rempli leur part des contrats. Et suivez à présent ce qu'a été la visite du ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, au centre hospitalier Nganda situé dans la commune de Kitambo. Suivez. Le centre hospitalier Nganda, inauguré en janvier 1991 sous le nom du centre Nganda, a été créé pour répondre à des défis urgents dans la communauté de Kinshasa. Les médecins directeurs du dit centre a, à l'occasion de la visite du ministre de la Santé, rappelé 3 enjeux majeurs qui ont conduit à la création du centre. L'absence d'une institution médicale dans la périphérie de la ville de Kinshasa, obligeant les malades à se tourner vers le médecin local, souvent dans des conditions précaires. La nécessité de créer des opportunités d'emploi pour les membres de familles engagés dans le domaine médical. La mise à disposition des matériels médicaux d'occasion rapportés d'Europe par des partenaires en soutien à l'infrastructure du centre. Après avoir obtenu l'agrément du ministère de la Santé, ce qui était autrefois une résidence familiale a subi des transformations importantes pour devenir progressivement le centre hospitalier Nganda avec une capacité d'accueil en soins de qualité. Et donc, quand on voit que le projet avance et qu'il se développe et qu'il devient de plus en plus pertinent et de plus en plus efficient, on ne peut que féliciter. Donc, vraiment, félicitations pour cela. Félicitations aussi pour une vision très ciblée qui a très rapidement commencé à répondre à un besoin particulier, celui de la lutte contre le cancer. Les centres hospitaliers Nganda continuent ainsi de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de services de santé à Kinshasa et dans tout le pays, tout en restant fidèle à sa mission de fournir des soins de santé de qualité dans un environnement médical de plus en plus difficile. Parlons issu à présent, après multiples pressions exercées par le syndicat et association de l'enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement a convoqué ce mardi 12 novembre 2024 au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire la première réunion consacrée à l'adoption du règlement d'ordre intérieur de la commission interministérielle suivie des accords de Bibois. Commentaire des claviers Yelediago. Le préavis de grève lancé au gouvernement par le Banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation,
technologique a fait bouger les lignes. Après moult pressions, le gouvernement de la République a décidé de convoquer la première réunion consacrée à l'adoption du règlement d'ordre intérieur en perspective de l'opérationnalisation de la commission interministérielle de suivi des accords de Bibois. Le document ayant permis de convoquer cette réunion le mardi 12 novembre 2024 au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a été signé par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. En prit part à cette réunion préparatoire les présidents des associations et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. La création de la commission interministérielle de suivi des accords de Bibois a été l'un des engagements pris par le banc gouvernemental à l'issue des travaux de la commission paritaire de Bibois 2, tenue du 2 au 14 septembre 2024, entre le banc syndical et le banc gouvernemental. Ces assises ont visé l'amélioration des conditions sociales et professionnelles du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. D'après ce document signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, via son directeur de cabinet, la cérémonie de lancement de la commission interministérielle de suivi des accords de Bibois est prévue dans les tout prochains jours. Située dans la commune de Kinshasa, l'avenue Dima est pratiquement impraticable d'y accéder. Cette avenue est devenue un véritable casse-tête, de l'eau presque partout, au grand désarroi des usagers de cette route. Reportage de Mario Ambou. L'avenue Dima se meurt, comme le montrent ces images. De l'eau un peu partout, difficile de circuler même à moto, et dire que c'est l'une des principales de la commune de Kinshasa. L'avenue Dima, autrefois, l'avenue assez mouvementée et très fréquentée, car à l'époque se trouvait le siège de plusieurs fédérations sportives. Aujourd'hui, les vendeuses et vendeuses qui vendent ici le font avec beaucoup de difficultés, mis à part la promiscuité, la présence de l'eau stagnante au quotidien. Les populations empruntant l'avenue Dima et ceux qui y travaillent sont aussi exposés aux problèmes d'électrocution. Les câbles dénudés sont presque partout et par certains endroits, c'est sous l'eau. Un danger permanent ici, la SNEL est aux abonnés absents et le souci des personnes qui empruntent cette avenue est de voir son amélioration le plus vite possible. Cette situation crée aussi énormément d'embouteillages, même à l'entrée de l'aérodrome de Ndolo qui est situé en face de l'avenue Dima. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Nancy Mianda, Koupar Bola, Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain sur la même chaîne, même heure. Au revoir.